les Ivoiriens utilisent-ils l'argent dans leur quotidien? Des explications dans ce journal. Enfin, 12 mars 1930, l'Inde dénonce l'impôt sur le sel institué par le colon britannique. Une marche est alors organisée par Mohandas Gandhi. Bonsoir à tous et bienvenue. Tout d'abord, ce drame survenu à Agboville, dans le sud du pays. Le grand marché a été dévasté par un incendie. L'origine de ce sinistre est encore inconnue. Une enquête sera ouverte pour en déterminer les circonstances. L'argent présent partout dans nos sociétés, cet outil est utilisé quotidiennement dans les échanges et transactions. Mais comment les populations situent-elles l'argent dans leur vie? Elle se prononce au micro de Dangui Dangui. En situation de handicap et nourrice depuis quelques mois, Dame Kofi, résident à Bobo, est obligée de venir chaque jour ouvrable dans la commune du Plateau où elle fait son petit commerce. Elle court ainsi après une denrée rare, l'argent, dans l'espoir d'en avoir suffisamment. Je suis venue m'asseoir ici pour pouvoir me débrouiller un peu dans le but de pouvoir me prendre en charge et nourrir aussi ma famille, pour pouvoir soutenir ma famille à la maison. Même combat, même rêve pour de nombreuses personnes. L'argent m'a sauvé parce que c'est à cause de l'argent que j'ai construit chez moi au village et que c'est de l'argent que j'ai pris pour construire. Donc vraiment l'argent est très important pour moi. C'est important, c'est à cause de ça ici, la cassoire solaire là. C'est l'argent. Par exemple, s'il y a l'argent, il peut construire et puis il peut faire les business, il peut construire les maisons, il peut faire payer les voitures. Si l'argent est admis comme le nerf de la guerre, eu égard à son importance dans leur vie, comment certaines personnes utilisent leur argent? Pour se soigner, pour se nourrir, pour se vêtir. Sans argent, on ne se porte pas bien. Voilà, c'est-à-dire qu'on en a besoin pour notre existence, pour notre vie quotidienne. C'est un moyen d'échange. Mais en même temps, il peut arriver des cas où on peut avoir des cas de santé où l'argent n'arrive pas à régler. Quand bien même on a besoin d'argent pour vivre, l'argent ne répond pas à tout. Les candidats à la fortune n'ont pas toujours la formation dont ils ont besoin pour gagner en temps et en efficacité dans le processus d'accumulation de la richesse. C'est ce que croit Yao Félix, expert en éducation financière. Chercher de l'argent, c'est chercher en fait les moyens pour vivre. C'est donc un bon comportement. Mais le tout, c'est de savoir comment est-ce qu'on cherche l'argent. Parce que naturellement, l'acquisition et l'utilisation de l'argent, cela doit s'accompagner de valeurs. C'est à ce niveau, effectivement, qu'il y a problème au niveau des individus. Et quand on ne vous prépare pas à recevoir de l'argent qu'on vous en donne, on vous fait plus de tort que de bien. Et c'est pour cela qu'il est important d'apprendre à connaître et à comprendre l'argent pour mieux l'utiliser. Il plaide pour l'inclusion financière des enfants et des jeunes en vue de contribuer à leur inclusion sociale. C'est donc pour inculquer une éducation financière aux populations que s'ouvre demain à Abidjan la Semaine mondiale de l'argent 2018. Public cible, les enfants, jeunes et autres personnes en situation de handicap. Un tout autre sujet à présent avec les premières conclusions de l'enquête sur la mort de Chanceline Glaou, jeune élève de 14 ans, retrouvée égorgée le 5 mars dernier à Mbayakro dans la région centre du pays. Deux individus, dont le père de la victime, ont été interpellés. Les précisions de Léon Brou de RTI Bouaké. Voici les présumés coupables de l'assassinat de Glaou Hermande Chanceline selon le procureur de la République près le tribunal de Bouaké. L'enquête ouverte a permis d'interpeller le nommé Sana Ahmed, un détenu mis en corvée extérieure. Interrogé, il n'a fait aucune difficulté pour reconnaître les faits d'assassinat mis à sa charge. Cependant, il a déclaré avoir agi sur instruction du père de la jeune fille qui avait besoin de sang humain pour faire des sacrifices en vue d'avoir de l'argent. Selon lui, le père a conçu le mode opératoire et lui, il n'a fait qu'exécuter le plan déjà élaboré. Contrairement au présumé commanditaire, le présumé assassin peut même expliquer le meurtre de la jeune fille. Il a dit que de blaguer la fille qu'il y a
ses affaires là-bas. Et ça, moi aussi, blagué. Elle est rentrée dans une vieille maison. Et puis, on s'est battu. Et puis, il a fait tomber. Quand elle a fait tomber, c'est ça, en tombant, c'est ça, moi aussi, il a pris le couteau là. Et puis, il a piqué à gorge. C'est ça, elle a pris crier. C'est que l'assassinat a eu lieu derrière ma maison. Il ne sait pas à quel temps il a assassiné. Même moi, j'étais à la maison, en train de regarder la télévision. Dans tous les cas, promet la justice, l'assassinat de Glaou Hermond Chanceline ne restera pas impuni. Le lundi 12 mars 2018, le nommé Sana Ahmed, le présumé auteur, et M. Glaou Franck Delphin, le commanditaire, seront déférés au parquet pour être présentés à un juge d'instruction. Aux autorités administratives, coutumières, religieuses et politiques de Mbayakro, ainsi qu'aux populations et notamment les élèves, il est demandé de prendre toutes les dispositions pour une reprise effective et dans le calme des cours dès ce lundi 12 mars 2018. Revenons, si vous le voulez bien, sur la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. En Côte d'Ivoire, des dirigeantes d'entreprises ont été célébrées par la Chambre de commerce et d'industrie. Le point tout de suite avec nous Sangaré. Marquer un arrêt et jeter un regard rétrospectif sur l'ensemble des actions menées pour la promotion de la femme. C'est tout le sens de la Journée internationale des droits des femmes. Les femmes entrepreneurs de Côte d'Ivoire ne sont pas restées en marge de cette journée. Elles étaient à l'honneur à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Au cœur de la cérémonie, la promotion du genre. En ce qui concerne la Chambre de commerce, nos statistiques sont en train d'évoluer favorablement, aussi bien en termes de responsabilisation des femmes qu'en termes de leur proportion dans le personnel. Donc nous avons un schéma d'évolution du positionnement et de la représentation des femmes dans nos instances et des postes managériaux importants. Et nous suivons ce tableau des marches qui nous permet de dire que nos critères concernant les femmes sont en train de s'améliorer grandement. Aujourd'hui, je suis femme entrepreneur, je peux créer une entreprise, je bénéficie de formation, je bénéficie d'accompagnement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui restent encore à améliorer, mais je me sens libre. Et en termes de traitement salarial, je pense qu'il y a des initiatives qui ont été prises aussi au niveau du gouvernement pour qu'il y ait un traitement salarial équitable pour les femmes et les hommes. Une journée marquée également par une conférence publique, la gestion du temps et les priorités en entreprise, le thème animé par Dr Nicolas Betsy, ancien fonctionnaire à l'ONU pour la promotion du genre. Pour le conférencier, il s'agit d'aider les femmes chefs d'entreprise ou employés à mieux capitaliser le facteur temps, souvent à l'origine de bien des situations déplorables dans leur quotidien. La célébration de la Journée internationale des droits des femmes, initiée par la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire à l'intention des femmes entrepreneurs, est une tradition depuis 2014. Direction à présent la Grande-Bretagne. Ce pays est le 5e plus grand marché de jeux vidéo en termes de revenus. Regardez. Sortie scolaire un peu particulière pour ces jeunes collégiens britanniques. Au programme, doublage et bruitage dans les locaux de Creative Assembly, un studio de développement de jeux vidéo. Un domaine qui est loin de leur être étranger. Au Royaume-Uni, près de la moitié des joueurs sont des joueuses. Je joue aux Sims et un peu à Minecraft. J'aime les jeux d'aventure, ceux qui développent des histoires et des personnages. Cet atelier découverte cherche avant tout à promouvoir les métiers du jeu vidéo chez les jeunes filles. Car au Royaume-Uni, moins de 20% de femmes travaillent dans cette industrie. À Creative Assembly, Jodie Hazard s'occupe de la direction artistique d'une série de jeux à succès. Une vocation qui ne lui est venue que tardivement. Je pense que le principal problème concernant l'accès des femmes à cette industrie est lié à l'école. En grandissant, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire, et même si j'aime les jeux vidéo, je ne savais pas qu'on pouvait en faire son métier. Personne ne m'a jamais dit ça à l'école. Pour l'association des développeurs de jeux indépendants, les studios aussi ont leur part de responsabilité.
Davantage de studios doivent réfléchir à développer des jeux avec des femmes comme personnages principaux. Ils doivent également faire un vrai effort sur ce sujet au moment du recrutement. Ils peuvent lancer des initiatives pour encourager les femmes à faire carrière dans l'industrie du jeu vidéo. Si la situation est similaire dans le reste de l'Europe et aux États-Unis, ce n'est pas le cas de la Corée du Sud. Là-bas, l'industrie du jeu vidéo compte environ un tiers de femmes, signe que pour les joueuses britanniques, la partie est encore loin d'être terminée. Les poupées sexuelles désormais interdites en Zambie. Selon les autorités zambiennes, l'importation, la vente et l'utilisation de ces figurines constituent un délit. Pays conservateur, la Zambie estime que ces poupées pervertissent les mœurs autant que l'homosexualité. En Allemagne, la signature aujourd'hui du contrat de gouvernement de coalition entre les conservateurs de la chancelière Angela Merkel et les partis sociaux-démocrates. Milieu du XXe siècle en Inde, le pays est sous la domination britannique et les colons imposent aux indigènes une taxe sur le sel. Ils interdisent également sa récolte. Mais le 12 mars 1930, Mohandas Gandhi, pionnier de la résistance à l'oppression, entame la marche du sel. Comment se déroule ce mouvement de protestation? Les explications de Zélie Kayoura. C'était en 1930, le 12 mars. Mohandas Karamchand Gandhi entame une marche du sel jusqu'à l'océan Indien. Une longue marche sur environ 300 km de route pour protester contre le pouvoir britannique d'Inde qui impose une taxe sur le sel. Un monopole qui oblige tous les consommateurs indiens, y compris les plus pauvres, à payer un impôt sur le sel et qui leur interdit d'en récolter eux-mêmes. Tout commence des années plus tôt. Sans succès, le Mahatma multiplie manifestations non violentes et grèves de la faim en vue d'obtenir pour l'Empire des Indes un statut d'autonomie analogue à celui dont bénéficient les colonies à population européenne telles que le Canada ou l'Australie. Cette fois, l'action est déterminante, elle vise l'indépendance. Gandhi quitte son monastère au nord-ouest du pays, accompagné de ses disciples. Tout le long du parcours, villageois, journalistes et intellectuels se rallient à sa cause. La foule qui s'amasse le long du trajet tapit le sol de pétales de fleurs. La marche est fortement médiatisée. Après 24 jours, le cortège arrive le 6 avril à Jalalpur, au bord de l'océan Indien. Gandhi s'avance dans l'eau et recueille un peu de sel dans ses mains, violant ainsi le monopole de l'État colonial. Sur la plage, la foule l'imite, idem à Karachi et à Bombay. Le Mahatma est arrêté sur ordre du vice-roi le 5 mai 1930, avec lui plus de 60 000 personnes. Au bout de 9 mois, la loi britannique vole en éclats. Le vice-roi libère tous les prisonniers et accorde officiellement aux Indiens le droit de collecter eux-mêmes le sel. Une première table ronde destinée à débattre d'une hypothétique indépendance de l'Inde s'ouvre le 13 novembre à Londres sous l'égide du roi George V grâce au premier ministre travailliste Ramsay MacDonald. En prison, Gandhi n'y assiste pas, mais il est convié l'année suivante à une deuxième table ronde où les libéraux britanniques se résignent à une prochaine indépendance de l'Inde. Cependant, celle-ci sera retardée par la Seconde Guerre mondiale et les dissensions entre hindous et musulmans. Le 15 août 1947, l'Empire des Indes devient enfin indépendant, mais au prix d'une sauvage guerre religieuse et d'une scission entre l'Inde et le Pakistan. Gandhi perd la vie. La marche du sel apparaît aux Indiens comme l'équivalent de la Tea Party de Boston qui a conduit les États-Unis à l'indépendance. Merci de nous avoir suivis.